ce projet de loi de finances pour 2025 est perfectible, mais c'est un texte nécessaire dans son ambition. Une ambition qui prévoit un effort inédit de 60 milliards d'euros pour redresser nos comptes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des grands débats. Pendant une heure, nous allons revivre ensemble l'un des temps forts de l'Assemblée en cette fin d'année 2024. Aujourd'hui, retour sur la mère des batailles, celle du budget. Une bataille qui a valu au gouvernement Barnier de chuter seulement 3 mois après sa nomination. Mais avant cet épilogue, l'histoire du budget cette année est avant tout celle d'une urgence préparée en 2 semaines seulement. Le projet de loi de finances pour 2025 est marqué par une volonté, redresser la trajectoire budgétaire de la France qui a gravement dérapé. Et pour ce faire, le gouvernement place d'emblée la barre assez haut. L'objectif premier de ce budget pour 2025, de la trajectoire qui l'accompagne, c'est de réduire notre déficit, de contenir notre endettement. C'est pour cela que nous nous fixons un objectif de 5% du déficit en 2025, d'abord, avant tout, grâce à des réductions dans la dépense publique de tous les acteurs, État, collectivités locales et sphères sociales. Objectif 5% de déficit, donc soit 60 milliards d'économies. Pour ce faire, le gouvernement veut d'abord privilégier les économies dans les dépenses à hauteur de 40 milliards. La loi prévoit ainsi un gel de crédits ministériels, 4000 suppressions de postes d'enseignants ou encore un effort important demandé aux collectivités territoriales. Mais le gouvernement va aussi avoir besoin d'augmenter les recettes et donc les impôts. Cela va passer par plusieurs points, une hausse des taxes sur l'électricité, une contribution exceptionnelle sur les plus hauts revenus, enfin une contribution exceptionnelle demandée aux plus grandes entreprises. Autant de mesures qui vont susciter de vifs débats dans l'hémicycle. À l'Assemblée, les débats débutent le 21 octobre. C'est Antoine Armand, fraîchement nommé ministre de l'économie du gouvernement Barnier, qui monte à la tribune en premier. J'ai donc l'honneur de vous présenter ce projet de loi de finances pour l'année 2025, premier budget de cette 17e législature. Il intervient, vous le savez, dans un contexte politique exceptionnel et je tiens dans ce cadre à remercier les services des ministères économiques et financiers et du ministère en charge du budget et des comptes publics pour leur réactivité dans un calendrier extrêmement contraint. Oui, sur le plan financier, notre situation est très préoccupante. En 2024, vous le savez, la dette publique devrait s'établir à 3 300 milliards d'euros, soit plus de 113% du PIB. C'est colossal. Et c'est le résultat de déficits successifs. Ce niveau de dette affecte notre souveraineté. Il affecte notre crédibilité, il affecte notre capacité à aborder l'avenir. Nous paierons cette année plus de 50 milliards d'euros d'intérêts de dette par an. C'est 1 euro des dépenses de l'État sur 8 qui est consacré chaque année et ce coût augmente. Notre taux d'emprunt, qui était environ 0,5% au-dessus de celui de l'Allemagne en début d'année, a augmenté de 0,3%. À l'échéance de 10 ans, cela représente 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros que nous ne mettons pas dans les dépenses prioritaires pour nos services publics, pour nos investissements dans la transition écologique, pour notre souveraineté. Je crois que nous pouvons et que nous devons partager cet objectif de redressement des comptes qui s'incarne d'abord par une cible de 5% de déficit en 2025 pour notre pays, pour le coût de financement de notre économie et évidemment vis-à-vis de nos partenaires européens qui nous regardent. C'est une trajectoire indispensable pour repasser en 2029 sous la barre des 3%, la barre, je le rappelle, qui permet d'engager un horizon de désendettement pour notre pays, c'est-à-dire de renforcer notre souveraineté nationale. Cet objectif étant fixé, le ministre va décliner les mesures décidées par le gouvernement Barnier pour y parvenir. Premier volet, la baisse des dépenses. Mesdames et messieurs les députés, notre dépense publique est devenue la plus importante d'Europe. Ce budget doit donc d'abord reposer sur des baisses de dépenses. Cet effort en dépenses, il doit constituer dans ce budget, vous pourrez en changer l'équilibre, les 2/3 de cet effort. Nous vous proposerons également dans les prochaines semaines, nous avons eu l'occasion de l'évoquer dans le débat plus tôt cet après-midi, de maîtriser la dépense et l'emploi public, de simplifier le fonctionnement de l'État, de réduire son train de vie, de commencer à supprimer les doublons inutiles, même si ça prend du temps et même si c'est un travail de longue haleine.
Et chacun devra prendre sa part. L'État, les collectivités, la sphère sociale. Les baisses de dépenses que nous vous proposons, que vous proposera Laurent Saint-Martin, ont été ciblées pour affecter le moins possible notre croissance. Mais oui, ce sera difficile. Dire le contraire ne serait tout simplement pas honnête. Ce ne serait tout simplement pas en accord avec le fait d'avoir cet objectif de redressement pour 2025. Mais de grâce, dans un débat aussi important, ne sombrons pas dans la caricature. J'ai entendu certains aujourd'hui et ces derniers jours parler de budget d'austérité. Faut-il rappeler que dans ce budget, la dépense publique augmente de 0,4% en volume? Mesdames et messieurs les députés, un budget d'austérité qui augmente la dépense, ce serait quelque chose d'extraordinairement nouveau. Pas d'austérité, dit donc le ministre, mais des efforts qui vont passer en particulier par des hausses d'impôts à hauteur de 20 milliards d'euros. Cette baisse de l'État, elle est la condition sine qua non à la mise en place de prélèvements exceptionnels, temporaires et ciblés que nous proposons, que nous devons proposer pour atteindre un déficit de seulement 5% en 2025 dans un pays qui est malheureusement déjà champion en matière de prélèvements obligatoires. Sans cela, sans cet effort sur les dépenses publiques, il est impensable de demander un effort aux concitoyens, aux grandes entreprises qui seront mises à contribution. Nous ciblons les entreprises qui ont la plus forte capacité contributive, celles dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros et qui sont bénéficiaires. Cela devrait représenter 8 milliards d'euros pour 2025, 4 milliards d'euros pour 2026 et concerner plus de 400 groupes. Après cette défense du texte par le ministre de l'économie, place au ministre du budget, Laurent Saint-Martin, qui lui va privilégier l'attaque. Alors que le texte du gouvernement a été largement remanié en commission, la gauche notamment, y intégrant de nouvelles taxes, le ministre va dénoncer une volonté de matraquage fiscal de la part du nouveau Front populaire. Une fois n'est pas coutume, je tiens peut-être avant toute autre considération et avant présentation du texte, à revenir sur l'examen de ce projet de loi en commission. Et je dois dire que je tire de l'issue de vos débats un premier motif de préoccupation. Concrètement, avec les amendements adaptés en commission, même si le texte, cela ne m'a pas échappé, a été rejeté, ce serait le tour de vis fiscal le plus brutal dans l'histoire de notre pays. Il n'y a certes pas eu de majorité pour choisir ce chemin. Et d'ailleurs, le vote de rejet exprimé par la Commission n'est pas neutre. Et croyez-moi, je regrette profondément de devoir m'en réjouir. Mais si le chemin que vous nous proposez est celui du matraquage fiscal, ne comptez pas sur le gouvernement pour le cautionner. Je ne peux qu'inciter à la plus grande prudence lorsque l'on modifie le Code des impôts, surtout si c'est pour y ajouter des pages, voire des chapitres entiers. Derrière chaque taxe supplémentaire, ce sont les Français que vous visez. C'est leur épargne, leur résidence, leur entreprise que vous voulez accabler d'impôts nouveaux. Si les amendements de la Commission étaient repris dans l'hémicycle, nous n'aurions pas l'année prochaine une vingtaine de milliards d'euros de contributions, tel que cela est déjà présenté par le texte du gouvernement, mais des dizaines de milliards d'euros d'impôts, j'en entends 40, 50, 60 selon les chiffrages, qui n'auraient, eux, rien de temporaire et rien d'exceptionnel. Des critiques qui ne vont pas être du goût du président de la Commission des finances. Le député insoumis, Éric Coquerel, va présenter un contre-budget qu'il oppose à celui du gouvernement. Boucherie fiscale, boîte de Pandore fiscale, budget Frankenstein, massacre à la tronçonneuse de nos entreprises, saignée pour le pouvoir d'achat. Voilà comment certains députés du camp présidentiel décrivent le budget transformé par la Commission des finances. Mais de quoi parle-t-il exactement? De la pérennisation d'un dispositif qui doit permettre aux 24 300 foyers les plus riches de ce pays de payer 20% d'impôts sur leurs revenus. C'est un minimum. Pourquoi leur taux d'effort fiscal devrait-il être inférieur à celui de la première tranche de l'impôt sur le revenu? Ces députés visent aussi l'augmentation du PFU de seulement 3 points, soit 1 milliard d'euros de prélèvements supplémentaires, alors que l'INSEE indique que les revenus du patrimoine ont augmenté de 59 milliards pour la seule année 2023. Ils pensent aussi à une taxe sur les superprofits de 15 milliards d'euros, alors que le CAC 40 a cumulé plus de 146 milliards de bénéfices, dont 36 milliards de superprofits selon Oxfam. Ils craignent une taxe de 1 milliard sur les superdividendes,
alors que le CAC 40 en a versé plus de 68 en 2023, soit une progression de 44% par rapport à 2017. Il s'oppose également à taxer les multinationales sur leurs bénéfices réellement réalisés en France, mais délocalisés ailleurs, alors que cet amendement pourrait rapporter jusqu'à 26 milliards d'euros. La liste ne s'arrête pas là. Reconduction de la taxe sur les énergéticiens, instauration d'une taxe pour lutter contre la spéculation sur le prix de l'énergie, augmentation de la taxe sur les GAFAM, renforcement de la taxe sur les transactions financières, amélioration de la lutte contre la fraude fiscale, diminution des nisques fiscales injustes ou peu efficaces, comme le crédit impôt recherche quand elle concerne les très grandes entreprises comme Sanofi. Michel Barnier voulait 60 milliards. Nous lui avons trouvé. Et oui, nous préférons prendre dans les poches pleines de quelques-uns que d'aller les prendre dans celle de la grande majorité des Français. Après avoir fait part de ses divergences sur la question des impôts, le député La France Insoumise et président de la Commission des Finances va décrier les choix du gouvernement sur les baisses de dépenses. Avec ces 60 milliards supplémentaires, la Commission des Finances a voulu améliorer les conditions de vie de ceux qui vont souffrir de vos 36 milliards de coupes de baisse de dépenses sociales et publiques. 21,5 milliards pour les services de l'État. À l'exception des armées et de l'Intérieur, tous les ministères vont voir leur budget sacrifié. Nous en sommes à moins 22% pour l'aide publique au développement, moins 11% pour le travail et l'emploi, moins 10% pour l'outre-mer, moins 8% pour l'agriculture, moins 4% sur les solidarités. Pour l'éducation nationale, la coupe prévue dépasse le milliard auquel s'ajoute la suppression de 4000 postes d'enseignants. Pour la recherche et l'enseignement supérieur, moins 1,8 milliard d'euros. Alors qu'un étudiant sur 3 saute des repas et 1 sur 5 a besoin d'aide alimentaire, devons-nous comprendre que les bourses ne seront pas revalorisées. Ce sinistre projet ne s'arrête pas là. Après ce premier musée des horreurs, il faut mentionner les économies sur les collectivités territoriales et la sécurité sociale, 5 milliards d'euros sur les premières, voire 9 milliards d'après le comité des finances locales, et 15 milliards sur la seconde. Ce sont des retraités qui ne verront pas leur pension revalorisée le 1er janvier et des chômeurs qui seront moins indemnisés. Après le gouvernement et les représentants de la Commission des Finances, la discussion générale se poursuit. Chaque groupe politique va pouvoir donner sa position sur le texte. Le budget que vous proposez tente de défendre la croissance. Mais monsieur le ministre, expliquez-nous comment voulez-vous défendre la croissance avec 40 milliards d'économies quand on sait à quel point la dépense publique est importante aujourd'hui et que la croissance est tirée par la dépense publique. Lisez ce que vient de dire l'OFCE, qui n'est jusqu'à preuve du contraire pas une officine gauchiste. Votre budget va détruire 130 000 emplois privés. Votre budget va également occasionner une division de la croissance par deux. Comment en effet défendre la croissance lorsqu'on vote ici un budget qui cassera l'économie, cassera nos entreprises, cassera la dynamique que nous voulons tous et toutes créer? Avec 3 228 milliards d'euros de dette publique, de près de 113% du PIB en 2024, la France est aujourd'hui le 3e pays le plus endetté d'Europe après la Grèce et l'Italie. La dégradation de nos finances publiques, qui connaît une ampleur inédite sous la Ve République, exige une rupture. Et le Premier ministre a raison. Il a raison de vouloir redresser nos finances publiques. La droite républicaine salue cette nouvelle orientation, levier essentiel, levier indispensable pour nous permettre de renouer avec notre souveraineté budgétaire. Vous ne pouvez pas, encore une fois, imposer vos options de force par le 49.3. Ce que les Français veulent, c'est la justice fiscale et la préservation de nos services publics par un effort partagé. Ce que les Français refusent, c'est que face au déficit, vous demandez beaucoup au plus grand nombre et bien peu aux plus riches. C'est que vous coupez dans les dépenses au lieu de rétablir les recettes. C'est que vous continuez à protéger les grandes fortunes et les super profits à l'heure où tout le monde doit contribuer à l'effort de redressement des comptes publics, à commencer par ceux qui en ont les moyens. Car les efforts que vous prétendez demander aux plus riches et aux entreprises sont pour l'essentiel cosmétiques. L'effort de 60 milliards d'euros devra être atteint en priorité par une réduction de la dépense publique, ça a été dit plusieurs fois dans cet hémicycle. Nous devons apprendre à dépenser moins en dépensant mieux. Au vu de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons, le rétablissement des finances publiques devra également passer par une hausse modérée mais courageuse de nos recettes fiscales.
Chacun doit participer à cet effort, y compris les plus aisés d'entre nous. Nous saluons la mise en place d'une taxe sur le rachat d'actions que nous défendons depuis plusieurs années au groupe Les Démocrates, ou d'une contribution minimale sur les hauts revenus. Ces mesures vont dans le bon sens. S'agissant de la contribution différentielle sur les hauts revenus, nous restons très prudents sur son caractère provisoire. Dans le cadre du débat parlementaire, nous devons réussir à sécuriser le rendement escompté, sans quoi nous nous exposerions une nouvelle fois à un dérapage du déficit public. Il faudrait au moins le laisser perdurer jusqu'à un rétablissement raisonnable de nos finances publiques. Le projet de loi de finances pour 2025, présenté par le gouvernement de M. Barnier, est à l'image de l'attelage baroque issu des élections législatives, où l'impéritie le dispute à la cacophonie. Je ne reviens pas sur ces curieuses passes d'armes de la Commission des finances, où les fondamentalistes macronistes se sont écharpés avec les laxistes libéraux, chacun renvoyé à l'autre le péché mortel, qui de l'augmentation des impôts, qui de la responsabilité de la dette. En fait, tout montre que la dette, les déficits, sont soigneusement entretenus par le désarmement fiscal, 62 milliards de cadeaux aux plus riches, par des choix de politique monétaire et de financement de l'économie qui laissent les marchés financiers dicter leurs lois, ne promettant que du sang et des larmes à celles et ceux qui travaillent, qui attendent des services publics performants, garants d'une véritable égalité. À la lecture du projet de loi de finances 2025 présenté à l'Assemblée nationale, le groupe UDR met solennellement en doute votre sincérité. Le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis de 38 pages rendu le 8 octobre, certifie que, contrairement à ce que vous voulez faire croire aux Français, l'effort budgétaire que vous allez leur imposer repose à 70% sur des hausses d'impôts, soit 30 milliards d'euros, et seulement à 30%, 12 milliards d'euros, sur une réduction de la dépense publique. Vous maquillez la réalité de l'effort budgétaire imposé aux Français. En réalité, c'est bien un budget confiscatoire que vous présentez. En ponctionnant les plus fragiles à travers la hausse des taxes sur l'électricité et le report de l'indexation des retraites, en grévant la compétitivité de nos entreprises par l'alourdissement considérable des charges qui pèsent sur elles et sur le coût du travail. Nous sommes donc saisis aujourd'hui du premier budget post-élection. Permettez-moi de constater que manifestement, le message envoyé par les Français lors des élections européennes et législatives ne semble pas avoir été entendu, tant ce budget apparaît comme la continuité des budgets précédents. Où est le changement politique? En réalité, ce budget apparaît plus que jamais comme celui d'un gouvernement acculé, un gouvernement qui fait le choix paresseux du rabot et de l'impôt. Vous évoquez, Monsieur le ministre, une dépense maîtrisée. Je ne vois dans votre texte aucune économie structurelle. Et plus grave, sur des questions aussi symboliques que contestées par les Français, je pense par exemple à l'immigration ou à la contribution de la France à l'Union européenne, vous laissez filer la dépense. Vous avez évoqué ensuite un effort juste, reprenant un engagement du Premier ministre Michel Barnier. Où est la justice quand vous mettez à contribution de manière indifférenciée tous les retraités? Où est la justice quand vous alourdissez le coût du travail de toutes les entreprises sans même aucune étude d'impact? Où est la justice quand les taxes contre les rentes ou la spéculation sont tellement alambiquées qu'elles ne rapportent aucune ressource supplémentaire? En clair, le budget que vous présentez ne résoudra aucune crise que traverse notre pays, mais au contraire risque d'avoir non seulement, comme le souligne l'OFCE, des effets récessifs, mais aussi de donner de l'eau au moulin des institutions européennes qui, je le rappelle, ont placé notre pays en procédure de déficit excessif et qui, si ça continue, vont finir par prendre la main sur notre budget, mais peut-être est-ce in fine votre espoir secret. La discussion générale touche alors à son terme et les députés vont entamer la discussion des articles de la loi. Traditionnellement, l'examen du projet de loi de finances commence par la partie consacrée aux recettes. Sur ce point, un premier point d'achoppement va très vite survenir sur la question de la taxation des plus fortunés. L'article vise à faire rentrer de nouvelles recettes, pas à la hauteur évidemment pour l'instant, mais on y viendra dans les autres amendements. En tout cas, cet article vise à faire rentrer de nouvelles recettes sur une période très très courte. Nous, ce qu'on voudrait dire, c'est que
c'est parfaitement injuste de cibler que sur une courte période. Quand il s'agit de s'en prendre aux droits des plus précaires, quand il s'agit de réformer la retraite, c'est pour toujours que vous le faites. Ce n'est pas pour revenir en arrière. Quand vous faites l'assurance chômage, ce n'est pas limité dans le temps. Quand vous faites des lois qui sont régressives pour les classes populaires et les classes moyennes, ce n'est jamais borné dans le temps. Et nous demandons justement que pour les plus aisés de ce pays, il y ait une contribution permanente pour pouvoir faire financer justement nos services publics. Quand on décide de mettre à contribution les très hauts revenus, si je suis bien, cela concerne seulement 24 300 foyers. 24 300 foyers qui, par ailleurs, auraient dû payer 45% d'impôts, mais qui échappaient dans les faits par différentes stratégies d'évitement. Et exceptionnellement, vous décidez, seulement pour 2 ans, qu'ils payent seulement à hauteur de 20%. Et après, ils pourront à nouveau échapper plus encore en dessous à l'impôt. Eh bien, faites au moins en sorte que cette taxation des hauts revenus soit pérenne. Alors votez cet amendement commun pour que ces hauts revenus participent à l'impôt, à l'effort national, pas simplement pour 2 ans, mais de manière récurrente chaque année. Moi, je suis toujours gêné qu'on mette des dates dans des textes. La contribution sur les hauts revenus de 2011 devait avoir une durée courte, elle ne l'a pas eu. La CSG bien avant. Donc, moi, je trouve que c'est... De toute façon, ça ne marche que jusqu'au revenu 2026, avec une déclaration en 2027. Il y a des élections en 2027, donc ça pourra faire l'objet d'un débat et d'un beau débat au niveau de présidentiel et peut-être législatif. Il faut que ce texte soit transparent et qu'on sache exactement où on va, y compris pour les contribuables qui auront à payer cet impôt. Moi, je pense que ce qui est exceptionnel doit rester exceptionnel dans notre pays. Des contributions exceptionnelles qui durent, on en connaît. La dernière, c'était l'assiette d'ailleurs de cette même contribution en 2011 sous le gouvernement de François Fillon. Une contribution qui ne devait durer qu'1 an ou 2. Elle est encore en vigueur aujourd'hui. En France, on a le malheur de faire pousser beaucoup d'impôts et de récolter beaucoup de fleurs les années suivantes. Donc moi, je propose de ne limiter cette contribution qu'à une seule année. Bon, la pérennisation, je l'ai dit tout à l'heure en présentation de l'article, j'y suis défavorable. Mathieu Lefebvre l'a bien présenté. Un impôt temporaire, ça existe. Il faut savoir le garder temporaire. Et j'ai précisé effectivement que l'agenda de réforme structurelle était l'agenda qui permettrait durablement de réduire les déficits publics dans ce pays et pas les impôts exceptionnels sur les impôts exceptionnels. Ceci étant dit, j'entends l'argument de lutte contre l'optimisation excessive que propose aussi cet article 3. Et ceux qui disent que si c'est un amendement de lutte contre l'optimisation, ça ne peut pas être un amendement temporaire. Moi, ce que je propose, c'est qu'à travers cet exercice de 3 ans qui est proposé là-dessus, ça en fasse office d'évaluation. Et que nous pourrons avoir effectivement, à ce moment-là, une réflexion sur sa pérennisation. En revanche, il ne faudrait pas que ce débat sur la CDHR fasse confondre taux moyen et taux marginal. Parce que j'entends parler de comparaison avec 45%, le 20% étant loin du 45%. Attention, rien à voir. On est sur un filet minimum, un plancher de taux moyen. Ça ne veut pas du tout dire que les personnes assujetties à la CDHR n'ont pas des taux marginaux bien plus élevés. Et évidemment qu'ils plafonnent tous déjà à 45 et plus en termes de taux marginal. C'est juste que, en fonction de la nature des revenus, en fonction du niveau de flat tax qu'ils ont déjà et en fonction d'un certain nombre de niches fiscales qu'ils utilisent, les taux moyens baissent et parfois en deçà de 20%. Et c'est ce qu'on veut éviter à travers cette CDHR. Donc, pour ces amendements, ce sera avis défavorable pour ceux qui veulent le pérenniser. C'est aussi un avis défavorable pour l'amendement de M. Lefebvre qui veut le réduire. Je pense que cette durée expérimentale de 3 ans est utile. Cet article 3, il a été présenté par le Premier ministre, par vous-même d'ailleurs, Monsieur le Ministre, en ciblant cette contribution comme étant exceptionnelle, temporaire et ciblée. C'était vos mots. Et je dirais déjà les débats que nous avons ici et les différentes propositions qui en ressortent avec une volonté de faire pérenniser cette contribution, cet impôt dans le temps,
doit inquiéter et envoie en tout cas un très mauvais message à l'ensemble de nos citoyens sur l'instabilité fiscale et ce prisme d'absence de lisibilité que l'on veut donner. En tout cas, du côté de la droite républicaine, nous voterons bien entendu contre ces amendements de pérennisation et s'ils devaient être adoptés, nous voterions probablement nous voterions contre l'article 3 parce que nous ne pouvons admettre une contribution exceptionnelle qui serait pérennisée dans le temps. Il ne faudrait pas non plus que parce qu'on cible un certain nombre de contribuables, que ces contribuables deviennent des cibles. Et vous êtes en train de transformer une partie de la population comme une cible, comme s'ils volaient leur argent, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, comme s'ils étaient incapables de payer leurs impôts. C'est en soi quelque chose d'extrêmement dangereux et ne transformez pas cela en un débat qui deviendra extrêmement malsain et je pense très, très injuste. Les ultra-riches, comme vous dites, les super-riches, les hyper-riches, enfin on ne sait plus comment les qualifier, ils payent souvent des super impôts. Ils payent des super impôts. Ouais. Et personne ne protège personne. Derrière la plupart de ces personnes, il y a des emplois, il y a de la fiscalité extrêmement importante. Il y a même des gens qui ont créé des entreprises. C'est incroyable. Et même qui les ont développées. Et même parfois qui en ont fait des empires. Je ne vous empêche pas de faire la même chose. Essayez, vous verrez. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Dans d'autres pays, on considère que ce sont plutôt des personnes qu'on doit montrer en exemple, qui ont réussi finalement à créer des entreprises qui mettent haut les valeurs de leur pays. Eh bien non, vous n'y croyez pas, vous n'en voulez pas. Le succès de la France, en réalité, vous le piétinez. Le problème que vous allez avoir, et les Français le regardent, c'est qu'il y a deux mesures dans ce budget qui concernent les personnes les plus riches ou les très grandes entreprises. Et c'est les deux seules mesures que vous proposez temporaires. Toutes les autres sont permanentes. Et ça, c'est quelque chose qui est peu acceptable par les gens. Vous demandez de faire des efforts à tout le monde dans le pays de manière pérenne. Et les seuls à qui vous dites, rassurez-vous, c'est exceptionnel, c'est ceux qui ont très largement de quoi vivre. Donc déjà, ça, c'est insupportable. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 755 et identique. Le scrutin est ouvert pour 138, 56 contre. Ils sont adoptés. Après ces débats sur la taxation des plus fortunés, une discussion va s'ouvrir sur une autre taxation qui concerne tous les Français. Celle-ci, celle sur les tarifs de l'électricité que le gouvernement souhaite rehausser. 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est ce que vous voulez faire payer aux citoyennes et aux citoyens par cette taxe sur l'électricité dans cet article 7. Vous avez refusé tous les amendements du nouveau Front populaire pour aller chercher l'argent là où il est. L'ISF climatique et l'exit tax qui peuvent rapporter 15 milliards d'euros, pour vous c'est non. La suppression du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital à 2,5 milliards d'euros, pour vous c'est non. La taxe sur les héritages dorés à 7 milliards d'euros, pour vous c'est non. La taxe sur les super profits et les super dividendes à 5 milliards d'euros, pour vous c'est non. La taxe sur les transactions financières à 2 milliards d'euros, pour vous c'est non. Mais la taxe totalement scandaleuse, inégalitaire pour le peuple à 3 milliards d'euros, pour vous c'est oui. L'urgence, c'est de donner du pouvoir de vivre. Ça serait d'augmenter les salaires, et en commencer par le SMIC. Ça serait de faire la gratuité sur les abonnements électricité et sur les premiers kilowattheures. Ça serait de baisser les loyers, et non pas d'imposer cette taxe sur l'électricité à 3 milliards d'euros. Donc pour nous, ce sera non, 1000 fois non. Alors effectivement, nos concitoyens étaient heureux. On leur a dit, la facture va baisser. Mais vous êtes arrivés et ils ont cru avoir d'un côté, vous leur avez repris de l'autre. Et voyez-vous, monsieur le ministre, nous sommes, nous, des privilégiés. Nous, et je me mets dedans. Nous ne comptons pas les euros au 10 du mois. Mais tous nos concitoyens, et beaucoup comptent. Aujourd'hui, le 10 du mois, certains ne savent plus comment faire. Alors, non, nous ne devons pas voter cette taxe. Voyez-vous, je vous invite à venir dans ma circonscription. Venez voir les gens, venez leur expliquer pourquoi ils ne vont pas encore se chauffer ou encore réduire leur chauffage. Venez leur dire, car moi, je ne sais plus quoi leur dire. Nous arrivons enfin au cœur de ce budget. Parce que quand il a été nommé, Michel Barnier nous a dit « nous n'allons pas augmenter les impôts ». Alors évidemment, personne ne l'a cru. Ensuite, il a dit « nous ne sommes pas fermés à de la justice fiscale ».
Autrement dit, les augmentations d'impôts reposeront sur une toute petite minorité de ménages et une toute petite minorité d'entreprises. Ensuite, il nous a dit qu'il y a 60 milliards d'euros d'efforts à faire. Ce sera 2 tiers sur la dépense, 1 tiers sur les impôts. Finalement, c'est l'inverse. 2 tiers sur les impôts, 1 tiers sur la dépense. Et maintenant, nous passons aux travaux pratiques. Le malus automobile, les chaudières à gaz, les retraités et la taxe sur l'électricité. Donc la taxe sur l'électricité, on nous dit c'est 3 milliards d'euros, peut-être 6. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment quelle est la facture réelle pour l'électricité, parce que le taux sera fixé par arrêté, par le gouvernement. Ce n'est pas le législateur qui fixera le taux de cette taxe. Donc vous pouvez vous réfugier derrière la gauche et sa litanie de taxes, toutes plus zinzin les unes que les autres, mais ceux qui taxent les Français, ceux qui taxent les contribuables et monsieur, madame, tout le monde, c'est vous. Là, il s'agit d'une hausse de taxes qui concerne tous les Français. Et dans ce dispositif qui est envisagé par le gouvernement, il y a d'ailleurs la possibilité d'un niveau de taxation supérieur à la période d'avant-crise énergétique. Je rappelle que pour les abonnés aux tarifs réglementés, cela va conduire certes à limiter la baisse sur leur facture, à laquelle ils pouvaient prétendre du fait du recul des prix de l'électricité. En revanche, pour les abonnés à offre fixe, cette mesure va entraîner une hausse mécanique de leur facture d'électricité. Voilà, donc cette hausse nous gêne. Par ailleurs, cet article pose un problème aussi puisqu'il renvoie à la voie réglementaire sans aucune garantie et sans aucune clause de revoyure. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons, à travers cet amendement, de supprimer l'article 7. Bien, sur cet article 7, la première chose à rappeler, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est nécessaire de réaugmenter la TICFE. C'est d'abord un retrait du bouclier tarifaire. Retrait du bouclier tarifaire, ce bouclier qui avait été nécessaire, qui avait permis aux factures d'électricité de nos concitoyens, mais aussi de nos entreprises, d'être contenues à un moment où l'inflation et notamment les coûts de l'énergie flambaient. On a dit lors du début de l'examen de ce texte que la première bonne gestion, c'était de savoir arrêter la dépense publique quand elle n'était plus nécessaire face à l'inflation. C'est le cas précisément de ce bouclier tarifaire et c'est la première raison de cet article 7. Deuxième élément, on s'est engagé à ce que la facture d'électricité pour l'ensemble de nos concitoyens au tarif réglementé baisse à hauteur de 9%. Et c'est pour ça, monsieur le rapporteur, ou pour mesdames et messieurs les députés qui ont évoqué ce sujet-là, qu'il n'y a pas dans le texte, d'un point de vue législatif, effectivement, le tarif à proprement parler, puisque la hausse de la TICFE aura lieu au 1er février 2025 et que pour pouvoir garantir et assurer l'engagement qui est celui du gouvernement d'avoir une baisse à hauteur de 9% de la facture d'électricité, il est bien nécessaire de pouvoir le faire par voie réglementaire à ce moment-là, donc en fonction des prix de l'énergie en début d'année prochaine. Donc il ne faut pas laisser prospérer de fausses informations. Non, la facture des Français au tarif réglementé n'augmentera pas au 1er février 2025. Oui, cette facture baissera à hauteur de 9%. Pour les 20% de nos concitoyens qui ne sont pas au tarif réglementé, je rappelle que le prix de leur facture a diminué puisque justement ils étaient au marché libre et ont pu bénéficier des baisses dont n'ont pas pu bénéficier ceux qui sont au TRVE et que nos concitoyens au marché libre peuvent tout à fait, d'ici le 1er février, passer au tarif réglementé. Sur ces amendements de suppression, qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Ils suppriment l'article 7. La hausse des taxes sur l'électricité est donc repoussée contre l'avis du gouvernement. En revanche, celui-ci va parvenir à faire adopter, avec l'appui de la gauche cette fois, une hausse des taxes sur les billets d'avion. La volonté du gouvernement est effectivement d'augmenter le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers, qui est plus connu sous le nom de taxe sur les billets d'avion ou encore taxe Chirac, avec différents tiroirs à l'intérieur de cette hausse. D'abord, nouvelle catégorie de distance pour mieux adapter le montant payé à la distance parcourue. Tarif spécifique sur l'aviation d'affaires et tarif applicable sur l'aviation commerciale hors aviation d'affaires. Donc ce sont les 3 niveaux différents qui sont proposés à travers l'amendement du gouvernement. Alors j'ai un sous-amendement de Madame Sass pour commencer. Alors oui, nous avons bien noté l'intention du gouvernement que nous soutenons d'augmenter cette taxe sur les billets d'avion, mais nous voudrions améliorer votre proposition avec une série de sous-amendements. Le premier vise à exonérer
les Outre-mer et la Corse. Il nous semble que c'est une question, pour le coup, de justice sociale. Cette exonération nous paraît nécessaire, car on ne peut pas demander une nouvelle contribution à ceux qui ont moins de moyens. Ils sont confrontés à un coût de la vie déjà élevé. Il nous semble donc que pour des raisons de continuité territoriale et de justice sociale, il faudrait exonérer les Outre-mer et la Corse de votre mesure. Je suis un peu effarée, Monsieur le Ministre, que vous n'ayez pas pris plus de temps quand même pour défendre cet amendement du gouvernement, qui est quand même une catastrophe pour le secteur aérien en France aujourd'hui, et c'est un peu navrant. Cela étant, j'ai bien compris, de toute façon, votre but aujourd'hui, c'est d'assassiner les compagnies françaises, et je vais évidemment vous développer par contre en détail ce que je viens d'affirmer. La hausse de la taxe présentée par le gouvernement va se traduire par une perte de compétitivité du transport aérien français et pénaliser l'attractivité de la destination France. Prévoir 1 milliard d'euros de recettes budgétaires par une hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion au budget de 2025 va à l'encontre des règles adoptées par d'autres pays européens, alors que si souvent dans cet hémicycle, j'entends qu'il faut se référer à nos homologues européens. Monsieur le ministre, je vous rappelle qu'au moment où nous parlons, l'Autriche, l'Irlande et la Suède ont décidé de réduire cette taxe. Vous souhaitez rapporter 1 milliard avec cette taxe. Je rappelle que la Convention citoyenne pour le climat prévoyait 4,5 milliards. Nous prévoyons tout simplement de nous aligner sur l'Allemagne et de rapporter ainsi entre 2 milliards et 2,5 milliards. Je m'inscris en faux dans l'intervention de ma collègue du Rassemblement national. Il se trouve que je suis rapporteur pour avis du budget aérien. J'ai eu à cette occasion pu m'entretenir avec de nombreux acteurs pour rédiger ce rapport-là. Et il se trouve que les principaux concurrents en Europe, à savoir Francfort, l'aéroport d'Amsterdam et l'aéroport de Londres, ont tous des taxes sur les billets d'avion plus élevées qu'en France. Je peux vous donner les montants tout de suite. Donc, si je prends juste le premier sur les courts courriers, aujourd'hui c'est 2,50 € en France, 15 € à Londres, 29 € à Amsterdam, 16 € en Allemagne. Et si je prends les longs courriers, on monte même à 108 € pour Londres. Donc les principales plateformes ont déjà une taxation plus importante. Et si on prend l'ensemble des coûts, parce qu'il est vrai qu'il existe des taxes en France qui n'existent pas dans d'autres pays, à travers ce qu'on appelle les coûts de toucher, eh bien, il est extrêmement clair que les coûts de toucher à Paris sont inférieurs par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre et par rapport à Amsterdam. Il y a donc une marge de manœuvre fiscale. Notre objectif n'est pas simplement, Monsieur le Ministre, de remplir les caisses de l'État, mais d'avoir un effet sur le nombre de mouvements. Je terminerai, si vous le voulez bien, Madame la Présidente, par un chiffre. Il se trouve qu'en 20 ans, le secteur aérien a fait de réels efforts. Chaque passager par kilomètre baisse de 30% ses émissions. Pour autant, sur le même temps, les émissions de l'aérien ont augmenté de 4%. Pour quelle raison? Parce que les efforts technologiques sont systématiquement rattrapés par l'augmentation du trafic. Il faut donc que cette taxe ait un effet sur le volume de trafic, sans pour autant mettre à bas. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'aligner cette taxe pour l'Allemagne tout en exonérant les Outre-mer et la Corse. Je vous remercie. Ce sous-amendement tend à maintenir le tarif de solidarité existant de la taxe sur le transport aérien de passagers en vigueur pour les embarquements situés en Corse et dans les Outre-mer et pour ceux ayant eu l'une des collectivités de destination. Il n'en modifie pas le tarif donc proposé par le gouvernement pour les vols de l'aviation d'affaires ou au départ ou à destination de ces territoires. Effectivement, on a un vrai problème, Monsieur le Ministre, d'augmenter le coût du transport sur les territoires d'outre-mer, les COM, mais aussi la Corse. Je fais voter l'amendement du gouvernement sous-amendé par les amendements que vous avez adoptés. C'est un scrutin public. Pour 99 contre 78, l'amendement a donc été adopté. Une mesure adoptée à l'unisson par le socle commun et la gauche, une parenthèse enchantée qui ne va pas durer. Le 12 novembre, après 10 jours de débat, les députés achèvent l'examen de la partie recettes du projet de loi de finances. Comme en commission, la copie du gouvernement a été tant remaniée qu'elle n'est plus tant la sienne que celle des députés de la gauche. Au moment du vote, le socle commun va choisir le rejet. Avec ce vote sur la première partie, nous arrivons au terme d'un immense gâchis parlementaire. 80% des hausses d'impôts qui ont été votées dans cet hémicycle nécessiteraient de sortir de l'Union européenne, de violer des traités internationaux ou de mettre à bas notre ordre constitutionnel et juridique. Ces chiffres ont été établis par le rapporteur général du budget qui ne fait pas partie de notre majorité. En l'état, la France n'appartiendrait plus à l'Europe, ne disposerait plus des moyens d'éviter des coupures de courant électrique,
après 2026. C'est vous dire le degré d'absurde que l'on a atteint. Ne régulerait plus les prix de l'électricité, exposant les Français à la spéculation des marchés. Il faut se rendre compte, chers collègues, de ce que veut dire un tel texte pour notre Assemblée. Certains me répondent que le budget n'est pas fait pour s'appliquer, qu'il s'agit d'envoyer, d'ailleurs le terme est souvent revenu dans la discussion, des signaux politiques. Mais c'est encore plus grave, parce que cela veut dire qu'on se moque des conséquences de ce qu'on vote ici. Ceux qui disent qu'ils veulent envoyer des signaux admettent qu'ils votent un budget pour rire, sans se soucier des conséquences concrètes pour les Français. Quand on se comporte ici, le seul signal politique qu'on envoie, c'est celui du cynisme et de l'irresponsabilité. Comme vous avez perdu les élections, vous avez perdu la bataille budgétaire. Oui, le nouveau Front populaire a fait l'éclatante démonstration qu'un autre budget est possible. Oui, les retraités peuvent avoir de quoi se chauffer. Oui, les étudiants peuvent avoir de quoi manger. Oui, les Français peuvent avoir de quoi se soigner. Oui, nous pouvons mettre de l'argent dans nos hôpitaux, nos écoles, nos universités. Mais pour cela, il est temps de partager. L'Assemblée nationale a voté. Voté, monsieur le ministre, pas volé, voté. L'Assemblée nationale a voté, amendement après amendement, 75 milliards de recettes nouvelles proposées par le nouveau Front populaire et la France insoumise, pour un excédent positif de 58 milliards d'euros. Et même avec vos chiffres minorés, c'est une immense victoire. Vous vouliez rétablir le déficit sous les 3%, vous n'avez plus qu'à adopter le budget du NFP. Vous nous accusez de faire payer les Français. Vous mentez. Nous redistribuons l'argent qu'une petite poignée d'exploiteurs se sont accaparés sur le dos de celles et ceux qui l'ont produit. 13 milliards en taxant le patrimoine de ceux qui possèdent plus d'1 milliard. 15 milliards sur les super-profits, 26 milliards sur les grandes entreprises qui tentent de fuir l'impôt hors de France. 6 milliards sur les dividendes et les actionnaires profiteurs de crise. 1 milliard sur les rachats d'actions, 3 milliards sur les transactions financières, etc., etc. Ce budget est le budget du nouveau Front populaire. Il est le budget que le peuple français a choisi le 7 juillet dernier. Ce budget contient bien 30 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Un budget inacceptable pour le Rassemblement national, car nous avions posé une ligne rouge très claire dès le départ. Pas d'augmentation globale des impôts. On peut discuter d'une augmentation des impôts pour quelques-uns, mais à condition de les baisser pour les autres. Force est de constater que ce n'est pas le choix qui a été fait dans ce budget. Face à ce budget d'augmentation des impôts, nous avons constaté l'attitude des groupes gouvernementaux que je résume au mot d'ordre suivant: courage, fuyons. Nous l'avons dénoncé et nous le dénoncerons encore. Les groupes gouvernementaux à l'Assemblée nationale ont déserté le budget. Les députés macronistes et les députés amis de Laurent Wauquiez étaient absents, une absence très calculée. La raison première est simple. Ils n'ont pas voulu assumer les augmentations d'impôts devant leurs électeurs. Qu'il est facile de déserter l'Assemblée, de ne pas avoir son nom associé aux augmentations d'impôts et de dire à ses électeurs que l'on est en désaccord avec le gouvernement, que pourtant l'on soutient officiellement. Facile et lâche. Il y avait aussi un deuxième objectif dans cette absence: saboter le budget. À cet effet, ils ont pu compter sur son allié du parti unique, le NFP. Il a sciemment laissé la gauche augmenter les taxes jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'étouffement fiscal. Facile de dire ensuite: vous voyez, nos augmentations d'impôts, ce n'est pas grand-chose, ça aurait pu être pire. Quant au bloc de gauche, eh bien, vous avez été là où l'on vous attendait. Vous avez proposé des augmentations d'impôts, des dizaines de milliards d'augmentations d'impôts, des impôts jusqu'à l'absurde, avec son lot de taxes zinzin, taxes sur les bouteilles en plastique, taxes sur les ascenseurs, taxes sur le carburant des pêcheurs, taxes sur l'eau touristique, taxes sur les assurances vie, taxes sur la consommation d'eau potable en entreprise. La copie initiale du gouvernement était déjà lourde en impôts, mais vous avez alourdi la barque jusqu'à l'absurde, de sorte que nous ne pouvons évidemment pas voter cette première partie du budget qui mènerait notre pays au chaos.
Voici les résultats du scrutin. Votant 573, exprimé 554 et majorité 278, pour 192, contre 362. L'Assemblée nationale n'a donc pas adopté. Conséquence de ce vote, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté par l'Assemblée. Il est alors transmis au Sénat sans que les députés aient pu examiner la partie dépenses. Un scénario inédit qui va voir le gouvernement repartir de la version du texte qu'il souhaite après une semaine de débat le 4 décembre. Les événements vont se précipiter. Le gouvernement Barnier va être renversé à l'Assemblée nationale. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. La chute du gouvernement Barnier va ouvrir une période d'instabilité politique, mais aussi budgétaire. Une solution d'urgence va devoir être trouvée. Une loi spéciale est alors déposée par le gouvernement démissionnaire. Une sorte de budget à minima, mais dont l'adoption avant le 31 décembre 2024 doit permettre à l'État de fonctionner en 2025. À l'Assemblée, cette loi spéciale est examinée le 16 décembre. Mesdames et messieurs les députés, la motion de censure adoptée le 4 décembre dernier lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale a interrompu la discussion des textes financiers. Elle a compromis l'adoption d'une loi de finances pour 2025. Elle a pour le moment privé la France d'un budget. J'ai eu l'occasion de le dire, Monsieur le Président, devant la Commission des finances. Je le redis ici, cette situation est exceptionnelle et grave. L'absence de budget a également, vous le savez, un impact direct, immédiat pour nos compatriotes ultramarins, pour les agriculteurs, pour les très petites et pour les moyennes entreprises, pour l'investissement dans notre pays, pour l'emploi. Évidemment, autant de questions que certains ont refusé de voir et qu'une agence de notation a pourtant rappelé très clairement vendredi dernier en abaissant la note de notre pays. Mesdames et messieurs les députés, ne nous y trompons pas, la loi spéciale que nous vous présentons aujourd'hui avec Laurent Saint-Martin n'est pas un budget. Ce projet de loi n'est pas un budget car il n'est pas sous-tendu par une prévision de croissance, de déficit ou d'endettement. Ce n'est en aucun cas un texte qui peut nous laisser croire que nos déficits ont disparu, que notre dette n'existe plus et qu'il n'y a pas d'urgence budgétaire. Notre déficit est là, notre dette est là, l'urgence budgétaire est là, quelles que soient les expressions de celles et ceux qui ne veulent pas la voir. Ce projet de loi spécial prévu à l'article 47 de notre Constitution, qui a été présenté en commission des finances moins d'une semaine après la censure, conformément à l'engagement pris par le président de la République devant les Français le 5 décembre dernier, n'est donc qu'un texte technique, sans portée politique, qui vise uniquement à permettre d'éviter la discontinuité budgétaire entre la fin de l'exercice 2024 et l'adoption d'un budget. Ce n'est pas, comme on l'entend parfois, la reconduction du budget de l'année dernière. Comme l'indique la circulaire du Premier ministre, conformément à la LOLF, à son article 45, la loi spéciale ainsi que les décrets de service votés, je le cite ici, ne reviennent pas à répliquer le budget de l'année précédente, mais à ouvrir le minimum de crédit que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement, avec toutes les conséquences que nous avons décrites et que nous aurons malheureusement à connaître. Ce projet de loi poursuit deux objectifs seulement. Le premier, c'est celui de continuer à lever l'impôt. Le deuxième, c'est donc de permettre à l'État, aux organismes de sécurité sociale, de contribuer à émettre de la dette afin d'assurer la continuité des services publics et de l'action de l'État. Ces discussions sur le projet de loi spécial ne doivent donc pas être un débat budgétaire. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, notre responsabilité collective est contenue à l'examen et à l'adoption de cette loi spéciale que nous vous soumettons. Dès demain, au-delà des clivages, nous aurons besoin de donner un cadre économique, budgétaire et financier à notre pays. Il en a besoin et nous lui devons. Je vous remercie. Le projet de loi spécial a été adopté à l'unanimité en commission des finances la semaine dernière. Étant donné qu'il s'agit d'une loi de finances, c'est néanmoins le texte présenté en Conseil des ministres que nous examinerons cet après-midi. J'appelle tous les groupes parlementaires à voter ce texte pour trois raisons.
Première raison, dans la situation politique dans laquelle nous sommes, ce projet de loi est incontournable. La censure du gouvernement Barnier le 4 décembre dernier a suspendu l'examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ces deux textes pourtant essentiels au fonctionnement de notre démocratie ne peuvent être adoptés avant la fin du premier trimestre si de nouveaux textes sont présentés en Conseil des ministres début janvier. Dans ce contexte, la Constitution prévoit en son article 17 que le gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Et l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances dispose par ailleurs que le gouvernement dépose un projet de loi spécial l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Tout est donc prévu pour éviter une rupture dans la continuité des services publics. L'objet du présent projet de loi, c'est l'ajustement, nous permettre d'adopter certaines dispositions en urgence avant le 31 décembre 2024. L'article 1er prévoit la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales. L'article 2 autorise le ministre chargé des Finances à procéder à des emprunts pour financer le déficit du budget de l'État. Et l'article 3 autorise 4 organismes de protection sociale à emprunter afin de financer les dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Il s'agit donc d'une loi minimaliste mais nécessaire. Rejeter ce texte serait irresponsable. Si le texte fait l'objet d'un large consensus sur tous les bancs, car il ne comporte en réalité aucune mesure politique, un point va faire débat, l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu qui pénaliserait les Français si elle n'était pas adoptée. Une mesure qui figurait dans le budget, mais a-t-elle sa place dans une loi spéciale ? Écoutez, Madame la Présidente, évidemment, c'est votre prérogative d'avoir refusé l'amendement qui permettait l'indexation du barème sur l'impôt sur le revenu, mais respecter votre prérogative, ça ne nous empêche pas d'être en désaccord avec l'analyse juridique qui vous a conduit à prendre cette décision, en tout cas l'analyse juridique du Conseil d'État sur laquelle vous vous appuyez. D'une part, c'est un avis consultatif du Conseil d'État. Ce n'est pas du tout un avis qui liait la décision. Il est quand même dommage que l'Assemblée nationale, en séance, ait été privée de ce débat, alors qu'en commission, non seulement ce débat a été permis, mais ça c'est une chose, c'est la prérogative, mais il a quand même largement été adopté par la quasi-totalité des commissaires finances et la majorité du gouvernement n'a même pas eu le courage de s'y opposer en commission. Ils ont choisi l'abstention. Il n'y a que eu le rapporteur général Courson qui a assumé sa position et certains et quelques collègues, mais très minoritaires. Donc c'est quand même dommage. Moi, j'ai beau lire et relire l'avis du Conseil d'État, il n'y a aucun argument sur la non-indexation du barème. Excusez-nous, on a le droit encore, dans notre République, de dire qu'on n'est pas d'accord avec le Conseil d'État, surtout quand il n'a aucun argument autre qu'un argument de sa propre autorité. Je vous remercie. J'invite chacun à lire l'avis du Conseil d'État, c'est le considérant numéro 9 et il est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale pour ceux qui veulent en prendre connaissance. Monsieur le Président de la Commission des Finances. Je considère que la Présidente de l'Assemblée a eu un jugement, une position juridique et que c'est là-dessus qu'elle s'est appuyée, mais ce n'est pas pour cette raison que cela vaut, à mon avis, pour moi, quelque chose qui serait, j'allais dire, qui finirait les débats. Vous ne pouvez pas dire, encore une fois, je ne conteste pas la décision de la Présidente, mais vous ne pouvez pas dire que d'autres décisions n'étaient pas possibles. À partir du moment où 300 000 personnes pourrait payer l'impôt, je crois que ça ne se fera pas, je vais y revenir, en plus, ça veut dire qu'on n'est plus dans le même périmètre. Et donc oui, on peut interpréter la loi en fonction du périmètre. Là-dessus, je ne trouve pas ça très correct d'injuger l'état de droit. Par contre, ce que je remarque, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs collègues qui ici ont dit, à cause de vous, une fois de plus, 300 000 personnes vont du coup payer l'impôt. Et ça me fait dire une chose, c'est le fait d'avoir remis en question cet amendement. En réalité, il s'agissait une fois de plus de punir les censeurs. D'abord, je voudrais quand même me réjouir du soutien qui est apporté à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Parce que quand nous l'avions proposé à l'automne, ce n'était pas le cas sur tous les bancs. La France insoumise n'avait pas voté l'article 2 du projet de loi de finances qui précisément avait vocation à le prévoir. Nous avons désormais dans la loi spéciale un problème de droit et l'analyse qui a été développée par la présidence de l'Assemblée est non seulement conforme à l'avis extrêmement clair du Conseil d'État, mais il est également conforme à l'analyse du premier président de la Cour des comptes, qui est aussi une institution indépendante. Il est conforme à l'analyse qui a été portée par le rapporteur général du budget,
qui a été élu à ce poste par l'opposition et pas par notre majorité, et il est conforme à l'avis également prononcé par le président du Sénat. Donc nous sommes ici des législateurs, nous devons respecter le droit et surtout nous devons au premier trimestre de l'année 2025 faire en sorte que le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation soit indexé comme il était prévu dans le cadre du projet de loi de finances, et ça ne changera rien pour nos compatriotes au mois de septembre prochain. Malgré ces désaccords, la loi spéciale va faire l'objet d'une très large adoption, tous les députés votant pour, à l'exception des députés de la France insoumise qui s'abstiennent pour manifester leur opposition à l'absence d'indexation du barème d'impôt sur le revenu. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà le résultat du scrutin. Votant 544, exprimé 481, majorité 241, pour 481, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Ainsi s'achève le marathon ô combien périlleux des débats budgétaires de cette fin d'année 2024. Quant au budget 2025, son épilogue n'est pas connu. Tout reste à faire. L'adoption de la loi spéciale n'a fait que déplacer le problème de quelques semaines. Dès la rentrée, les députés devront se mettre d'accord sur un budget. Il reviendra au nouveau Premier ministre François Bayrou et à son gouvernement d'y parvenir. Voilà, c'est la fin de ce numéro des grands débats. Bonne suite de programme.